Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Récemment, on vous a présenté une vidéo sur Archeon. Alors, on vous revient avec une pièce encore plus grosse et plus terrifiante que Archeon, Vorgaroth de Skard et Skalok de Skull Host of Khorne. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez, pour ce faire, appuyer sur le petit icône qui va apparaître au bas à droite de votre écran. Et évidemment, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous laisser un petit pouce en l'air. C'est toujours très apprécié. Alors, Vincent, d'abord, peux-tu nous présenter cette figurine, ce personnage, en fait? Oui, alors, commencer par présenter la figurine. C'est une figurine de Forge World. À ma connaissance, c'est la plus grosse figurine, tant en volume qu'en coût en points dans le monde d'Age of Sigmar. C'est une figurine qui va vous coûter probablement une portion de votre hypothèque. Elle est à 755 $, je crois, canadiens pour la pièce. Ça représente à peu près 485-490 € pour se la procurer. Et à ce prix-là, elle vient sans avoir de base. Alors, il faut en plus se confectionner sa propre base pour la figurine. Ceci dit, c'est intéressant de faire la vidéo tout de suite après celle d'Archeon. Ça va nous permettre de comparer un peu les deux, parce que c'est vraiment les deux plus grosses bêtes auxquelles on a accès quand on joue dans l'allégeance de Khorne, parce que c'est un monstre, un dragon qui joue en Khorne. Alors, si on présente un peu, j'ai été chercher sur Internet un petit peu, j'ai trouvé un petit wiki qui présentait un peu l'histoire de Vorgaroth. Je ne sais pas la référence, ça vient d'où? Est-ce que ça vient d'un livre officiel de Games Workshop ou c'est une histoire écrite par un fan là, de la communauté? En fait, essentiellement, ce que ça dit, c'est que Vorgaroth, c'était un des barbares d'une des tribus dans l'Ancien Monde. Et dans le fond, il était très, très efficace au combat. Il a tué beaucoup, beaucoup d'ogres qui menaçaient sa tribu. Mais un jour, alors qu'il était parti dans un raid, il y a des ogres qui ont réussi à attaquer son village et tuer sa famille, tuer les membres de son clan qui étaient restés derrière. Alors, quand Vorgaroth va revenir, il va maudire ce qui vient de se passer. Il va implorer toutes les divinités de l'aider et il va jurer de fidélité à la première d'entre elles qui va répondre à sa demande. Et c'est Khorne qui va entendre ses supplications et qui va lui offrir la rage et la puissance de Khorne pour pouvoir venger sa famille. Alors évidemment, il va réussir à venger sa famille et il va tenir parole. Il va se dédier entièrement à Khorne. Ça va devenir un des guerriers les plus puissants de Khorne, des plus dangereux guerriers. D'ailleurs, sa charte est hallucinante. Lui-même, je crois qu'il y a 12 attaques, ce qui est ridicule là, par rapport à un seigneur de guerre de Khorne qui en a d'habitude 4. Lui en a 3 fois plus, donc on voit que c'est vraiment quelqu'un dans un autre niveau. Éventuellement, va gagner en renommée, gagner en réputation, mais n'aimera pas partager la gloire. Et éventuellement, il va avoir un prince démon qui va être appelé sur les terres mortelles pour diriger une armée de Khorne. Vorgaroth va prendre ça d'un mauvais œil parce qu'il s'attendait à ce que lui soit appelé à diriger, à être le général de l'armée. Il ne veut pas partager la gloire et les lauriers de la victoire. Donc, pendant le combat, il va s'attaquer. Ça va être un combat contre les Stormcast Eternal. On est rendu dans le Nouveau Monde. Là. Il aurait survécu, je ne sais comment, la transition de l'Ancien au Nouveau Monde. Alors, il va s'attaquer au Stormcast Eternal. Il va vouloir évidemment affronter en duel le général de l'armée adverse. Et le prince démon va le battre de vitesse, finalement, après plusieurs coups échangés. C'est finalement le prince démon qui va réussir à décapiter le général adverse. Et Vorgaroth, pris de colère parce qu'on lui a enlevé sa proie, finalement, va s'attaquer au prince démon lui-même. Et va finalement réussir à tuer le prince démon lui-même. Sauf que ce faisant, ils vont guerroyer pendant longtemps. Ils vont oublier qu'il y a une bataille entre les Stormcast et l'armée de Khorne. Et l'armée de Khorne va perdre la bataille à cause de ça. À cause que leurs deux principaux guerriers, dont leur général, vont être pris en train de s'entretuer plutôt que de tuer les Stormcast. Fait que Khorne va être plutôt choqué contre lui. Et il va lui infliger une punition terrible. Il va le tuer, le déchiqueter, le ramener à la vie, le déchiqueter. C'est pour ça qu'on l'appelle Vorgaroth Scarred, avec toutes les cicatrices qu'il a. Dans le fond, il va garder la marque. Mais comme c'est un guerrier vraiment incroyable qui a ramassé beaucoup de crânes pour Khorne, Khorne va lui donner une seconde chance de se refaire. Et ce qu'il va faire, dans le fond, Khorne, c'est qu'il va lui dire, écoute, tu vas aller chercher Skalok, qui est une des bêtes légendaires, immenses. Tu vas réussir à la traquer et la tuer, puis ramener son crâne pour moi, pour te faire pardonner ton offense.
Alors, pendant plusieurs années, Vorgarod va pourchasser la bête. Quand finalement il va la trouver, ça va être un combat épique entre les deux. Et un combat tellement épique que Khorne lui-même va regarder, va apprécier le spectacle. Et lorsque finalement Vorgarod va triompher, il va être sur le point de décapiter la bête, Khorne va retenir son coup et va dire, ben, finalement, ta punition va être plus terrible encore. Tu vas être obligé de chevaucher cette créature-là. Et pour le restant de ta vie, toutes les victoires que tu vas avoir, tu vas devoir les partager avec Skalok, le dragon terrible. Donc, plus jamais Vorgarod ne va gagner à lui seul un combat. Il va être obligé toujours de partager les lauriers avec sa bête qu'il chevauche depuis, puis avec qui il a triomphé à multiples reprises. C'est un peu l'histoire que j'ai trouvée, que je trouvais sympathique. Très intéressant. S'il y a de nos auditeurs, auditrices qui savent si cette histoire-là vient d'un livre ou d'une publication officielle de Games Workshop, on est très intéressé à en connaître la source. N'hésitez pas à nous écrire pour nous le faire savoir. Donc, la figurine, d'ailleurs, rend bien un peu le fluff que tu viens de nous partager. Hein. La figurine est immense. Tu as fait référence au fait qu'il faut confectionner sa propre base. La figurine est vendue sans base et la base elle-même, recommandée par Forge World, est immense, en fait. Oui, c'est 280 mm par 210 mm, donc c'est une base ovale. 210 mm, c'est plus que 8 pouces de large. Donc, elles sont plus étroites. C'est plus gros que toutes les autres bases qu'il y a à l'heure actuelle dans Age of Sigmar. C'est gigantesque. Là. Ça fait en sorte, d'emblée, on peut dire qu'il y a certaines synergies qui ne seront pas possibles en Khorne parce qu'il y a certains héros, par exemple le Bloodstalker ou des unités comme les Ratmonger qui ont une bulle de 8 pouces. Ben, même en les collant sur la base de Vorgarod, on ne pourra pas entrer entièrement Vorgarod dans le 8 pouces de la bulle. Donc, d'emblée, on élimine 2 synergies possibles là, en Khorne. Oui, parce que c'est important de le souligner, cette pièce-là ne peut être jouée que dans la faction de Khorne. Oui, ou dans le chaos, parce qu'elle a aussi le mot-clé chaos, mais c'est rare qu'on joue à cette heure les grandes allégeances. Oui, ça c'est pas mal fini, les grandes alliances, les grandes allégeances. Donc, si on passe au War Scroll maintenant, bon, c'est une pièce qui a le mot-clé vol et qui a un mouvement lorsque en pleine santé de 14 pouces. Donc, c'est un mouvement qui est correct, mais compte tenu de la taille de la base, j'imagine que ça peut être limitant là, dans certaines situations là, selon le terrain. Oui, j'imagine. Bon, juste d'emblée, hein, je ne l'ai pas joué la pièce, je la regarde beaucoup parce que je la trouve intéressante d'un point de vue collectionneur, savoir si je la rajoute à ma collection de Khorne qui est assez monumentale. Mais je ne la possède pas et je ne l'ai pas encore joué. Mais je peux imaginer pour avoir joué à Archon puis pour avoir fait la critique dans l'autre vidéo que déplacer Vorgarod sur le champ de bataille, ça ne doit vraiment pas être évident là, avec une base aussi immense. Ah, c'est clair. Puis ça va être plus facile pour l'adversaire de nuire à ses mouvements, à ses charges, tout ça. Là. Donc vraiment c'est plus peut-être une pièce de collection qu'une pièce pratique à jouer. Là. Donc si on regarde ensuite, c'est une pièce qui a 30 points de vie sur une sauvegarde à 3+. Donc c'est quand même une pièce qui va être difficile à tuer. Remarque au passage quand même, cet immense dragon-là a moins de points de vie que les méga Gargant. Oui, ben, quand ils ont sorti la pièce, les méga Gargant n'existaient pas encore. Là. Fait que peut-être qu'éventuellement son War Scroll sera révisé là, pour s'adapter à la nouvelle réalité de Warhammer. Oui, parce qu'avant la sortie des méga Gargant, c'était la pièce à Age of Sigmar qui avait le plus grand nombre de points de vie. Donc, bravo Radis, évidemment. Ensuite, on a une attaque de tir qui a une portée de 20 pouces. C'est 3 attaques qui touchent sur du 4, blessent sur du 2, a une pénétration de 3 et fait D6 dommages. Donc, c'est un tir qui est quand même assez bon. Tu as fait des statistiques, Vincent, pour... Oui, ben en fait, bon, c'est le 4+ pour toucher qui lui fait mal un petit peu, mais ça veut dire qu'en moyenne, il y a un tir, 2 tirs qui vont réussir à toucher. Puis ensuite, si on regarde avec une blessure de 2+, une pénétration d'armure de -3, ça veut dire que si ça touche, ça a des bonnes chances de faire du dégât. Donc, en moyenne, contre des adversaires avec une sauvegarde de 4+, on peut s'attendre à 4,4 de dommages qu'on va faire en moyenne. Évidemment, comme c'est D6 de dommages, ça va être très variable. On peut parfois avoir un 1, un 2, mais on pourrait aussi faire facilement un 12, voire un 18 si on est vraiment très, très chanceux. La portée est bonne, 20 pouces, plus le 14 pouces de mouvement de Vorgarod. Ça veut dire qu'on a 34 pouces où on peut menacer là, avec ce tir-là. Ce qui est intéressant, c'est bienvenu parce qu'en Khorne, on n'a pas beaucoup de tirs, à part les Skull Cannon qui ne sont pas vraiment joués à l'heure actuelle, là, qui ne sont pas très forts. Donc, c'est intéressant.
Puis comme il a le mot-clé vol, ben, en fait, les adversaires ne peuvent pas vraiment se cacher derrière des pièces de terrain pour éviter ses tirs. Donc ensuite, sur le plan du profil d'attaque, on a le Skull Cleaver, la hache de Khorne qui a une portée d'1 pouce, et ce sont les 12 attaques là, dont tu parlais de Vorgaroth lui-même, qui touche sur du 3, blesse sur du 3, pénétration de 2 et 2 de dommages. Donc c'est quand même pas négligeable. Et la bête, elle aussi, sait se battre. Donc elle a une première attaque avec ses griffes. Et au passage, toutes les attaques de la bête ont une portée de 3 pouces. Donc, pour les griffes, on a D6 attaques qui touchent sur du 3, blessent sur du 3, ont une pénétration de -3 et font 3 de dommages. Ensuite, avec la mâchoire, on a 2 attaques à 4+, 2+, -2 et 3. Et ensuite, on a la queue où on a 3 D6 attaques qui touchent sur du 4, blessent sur du 4, pénétration de 1 et encore une fois 3 de dommages. Donc, on voit que c'est un profil d'attaque qui est quand même très aléatoire. Hein? 3 D6 attaques avec la queue, D6 attaques avec les griffes. Et on peut noter tout de suite au passage aussi que son tableau dégressif est quand même assez punitif, là, notamment la pénétration des griffes va passer de -3 à -1. Le jet pour blesser de la gueule va passer de 2+ jusqu'à du 6+. Et le nombre d'attaques avec la queue là, va passer de 3d6 jusqu'à une attaque. Et il est à sa ligne la plus faible lorsqu'il a souffert 21, reçu 21 blessures. Donc, quand même, là, il y a le dernier tiers de ses points de vie au complet est à sa plus faible efficacité. Donc, Vincent, qu'est-ce que tu penses de ce profil d'attaque? Ben, d'abord, bon, là, on va le voir plus tard dans les habiletés, mais ce qui est intéressant quand même avec sa hache, c'est lorsqu'il va faire des 6 naturels pour blesser. Ça va être des 3 blessures mortelles en addition qu'il va faire. Donc, il est quand même aussi capable de générer un petit peu de blessures mortelles. Ça fait un profil qui est quand même solide. Je veux dire, sans même lui donner des synergies, des bonus, par exemple, comme un +1 pour toucher ou des attaques additionnelles. Il va faire en moyenne 25 blessures environ contre une unité qui a du 4+ de sauvegarde d'armure. Donc déjà, là, ça commence à être une unité qui cogne pas mal fort. Sauf que, comme tu l'as mentionné, le profil dégressif va y faire très très mal. Il va passer de 25 à 17 blessures environ lorsqu'il va être rendu à 21 blessures de subi. Donc, il va perdre presque le tiers de son efficacité finalement. Ce qui est douloureux, en plus de perdre du mouvement aussi, là, parce que son profil de dégressif touche aussi le mouvement. Donc, d'emblée, je trouve que c'est quand même raisonnable. C'est sûr que son coût en points est très élevé, mais il cogne quand même bien. C'est une créature à 1100 points, mais quand on l'envoie contre une unité, on peut s'attendre qu'il va dévorer une bonne partie de l'unité. Oui, j'avais oublié de le mentionner en présentant la charte d'unité, mais c'est une créature, comme tu viens de le dire, qui vaut 1100 points. Donc oui, 25 dégâts, c'est énorme en moyenne, mais c'est quand même 1100 points de notre armée qui est concentrée dans une seule blessure. C'est sûr qu'il y a un avantage là, à pouvoir concentrer beaucoup de blessures sur un seul point du champ de bataille, mais quand même, il y avait intérêt à être efficace à ce coup-là. Oui. Donc, si on passe maintenant à ses habilités, donc je l'ai dit tantôt, il a le mot-clé vol et on a aussi l'habilité trophée monstrueux. Oui, ben dans le fond, trophée monstrueux, ça veut dire que Vorgaroth ramasse des crânes et des crânes de créatures ou de héros là, légendaires en l'honneur de Khorne. Donc, lorsque Vorgaroth va attaquer avec sa hache contre un monstre, il va pouvoir rerouler ses jets pour blesser. Et en plus de ça, ben, dès qu'il va frapper avec sa hache sur un 6 non modifié pour blesser, il va faire D3 blessures mortelles en addition des dommages qu'il fait déjà. Donc, comme il y a 12 attaques, ça veut dire en moyenne 2 fois 2d3 qu'il va faire là, à chaque fois qu'il attaque avec son arme. C'est pas négligeable. C'est solide. Ensuite, on a un Crushing Bulk, donc masse écrasante, qui est en fait des Impact Hit.
tout simplement. Donc, on prend toutes les unités qui sont à 1 pouce de lui après sa charge. Sur 3+, l'unité va subir des 3 blessures mortelles. Fait à noter à la grosseur qu'il y a sur 3+, je me serais attendu peut-être que ce soit sur du 2+, voire des blessures mortelles automatiques. Là. Il est gigantesque, je comprends mal comment une unité pourrait recevoir sa charge sans subir de dommages, mais bon. Oui, ben les impact hits sont assez inégaux sur les différents War Scrolls à travers les Battle Tomes, à travers les unités. C'est pas tout le temps proportionnel à la taille de la figurine. Ce serait intéressant que Games Workshop standardise un peu les impact hits à travers les différentes unités. Oui. Ensuite, on a la chasse éternelle. Alors oui, ça c'est une habileté particulière qui fait en sorte qu'on peut, au lieu de déployer Vorgaroth sur le champ de bataille, le déployer dans le ciel, dire qu'il vole au-dessus de la mêlée, prêt à surgir sur l'ennemi. Et ce que ça fait, c'est que dans le fond, il faut attendre à la fin de notre deuxième phase de mouvement pour le déployer à 9 pouces des unités ennemies. Et je trouve ça particulier parce que chez Khorne, on n'a pas beaucoup d'options pour améliorer la charge. Évidemment, lui-même peut utiliser un point de commandement pour rerouler sa charge chez Larat. Il existe un item qu'on peut donner à un héros Bloodbound qui va donner +1 à la charge. Donc, on pourrait imaginer qu'on le met sur un Slaughter Priest, qu'on déplace le Slaughter Priest là où on va vouloir faire apparaître Vorgaroth pour donner un +1 à la charge, mais ça demeure une charge à 8 pouces. Puis une charge à 8 pouces, ben, on la rate plus souvent qu'on la réussit. En fait, si on la reroule, là, on se retrouve à peu près à 66% de chance de la réussir. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a un 34% de chance, une chance sur 3 à peu près qu'on rate. Et là, on se retrouve avec un modèle de 1100 points à la fin de notre deuxième tour qui n'a pas encore mangé aucun modèle de l'adversaire. Donc, je trouve que c'est un peu particulier. Je comprends l'idée. En le jouant comme ça, on évite de se le faire tirer par la magie ou des tirs là, dans les 2 premiers tours de la bataille. On le protège de certaine façon, mais je trouve que 1100 points qui entre en action seulement au tour 3, si on a raté nos charges au tour 2, c'est 1100 points qui est drôlement investi. Là. Donc, j'aurais pas tendance à utiliser beaucoup cette habileté-là en Khorne. Ce serait intéressant si on avait un moyen vraiment de mieux fiabiliser la charge, mais telle qu'elle est rédigée présentement, l'habileté, je pense pas que ce soit intéressant vraiment. Ensuite, on a Fettered Servitude. Oui, Fettered Servitude, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que lorsque une unité de Khorne va devoir prendre un jet de Battle Shock, on peut tout simplement dévorer un modèle de l'unité avec Vorgaroth si l'unité est entièrement à 12 pouces de lui. Et l'unité ne prendra pas de jet de Battle Shock, tout simplement. Bon, C'est un peu le principe d'avoir plus peur de ton général, de ton maître que de l'adversaire. Mais en même temps, là, il y a quelque chose, une petite note, par exemple, c'est que si jamais on choisit de ne pas faire cette habileté-là et que l'unité rate son jet, il y a des 3 modèles additionnels qui vont fuir parce qu'ils ont justement très très peur de Vorgaroth puis ils comprennent que ça va pas très bien, ils sont en train de fuir devant l'ennemi alors que Vorgaroth les regarde. Bon. C'est intéressant, c'est fluff. C'est fluff. C'est fluff. Je vois pas. Ça risque de pas arriver souvent qu'on ait une grosse unité à côté de Vorgaroth, puisqu'on a déjà 1100 points de ce côté-là de la table, juste à Vorgaroth lui-même. Mais bon, c'est fluff. Ensuite, on a Nourri par la mort, Fueled by Death. Oui, dans le fond, on peut choisir au début de dans notre phase de héros, un modèle allié. Entièrement à 3 pouces pas entièrement, mais à 3 pouces de ce modèle-ci de Vorgaroth. Et dans le fond, Vorgaroth va dire à sa bête de le dévorer. Puis, dans le fond, on roule un jet. Puis, si on a plus que le nombre de points de vie du modèle qu'on veut dévorer, le modèle est dévoré. Puis, on gagne le nombre de points de vie qu'on a dévoré. On peut se nourrir de nos alliés. Donc, j'ai fait une liste avec Vorgaroth. Puis, j'ai mis une petite unité de flèche hound qui le suivent. Donc, ça, c'est 2 points de vie. Fait que sur 3+, Vorgaroth va reprendre 2 points de vie s'il dévore un des chiens en phase de héros. Ça aurait été nettement plus intéressant s'il y avait pu au moins dévorer soit un modèle allié ou un modèle ennemi pendant la phase de héros. Mais bon, encore là, c'est fluff. Là, j'imagine que ça fit avec la bête. Puis ça donne accès effectivement à du healing sur une bête de 30, à de la guérison sur une pièce de 30 points de vie. Donc c'est quand même intéressant, mais comme tu le soulignes, ça aurait été vraiment bien qu'ils puissent manger des adversaires aussi. Ouais. Et la dernière habileté, c'est Wings of Fury. Oui, ben ça ici, par exemple, c'est intéressant, puis c'est très Khorne dans l'esprit. Dans le fond, c'est simple, on va diminuer de 3
les casting rolls puis unbinding rolls des sorciers ennemis qui sont à 18 pouces de Vorgaroth. Fait que là, un -3, c'est intéressant. Même Nagash le sent passer, là, un -3 à son jet pour lancer un sort. Donc, c'est très, très corn dans l'esprit. Puis au moins, c'est intéressant parce que je vais le mentionner dans un instant, mais une des faiblesses de Vorgaroth, c'est de ne pas avoir de sauvegarde contre les blessures mortelles. Donc ça, au moins, ça le protège un petit peu contre les sorts ennemis. Pour finir, on a les mots-clés. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure. On a Chaos, Mortel, Corn, Bloodbound, Hero et Monster. Oui, alors ce qui est à noter, puis ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas le mot-clé démon. Et c'est lui qui aurait vraiment rendu Vorgaroth très efficace en Corn parce qu'il aurait pu être joué en Reaper Vengeance avec un double pile-in. Et ce mot-clé-là manque cruellement. Puis en même temps, c'est correct. Là, il n'est pas un démon dans l'histoire, ça fit. Mais ça fait en sorte qu'il y a plusieurs synergies auxquelles on n'aura pas accès avec notre dragon. Donc, on a présenté son War Scroll. Dans l'ensemble, Vincent, quelles sont les forces et les faiblesses de cette pièce-là? Ben, on va commencer par les faiblesses évidentes, là, la grosseur de sa base. J'en ai parlé pour Archon, c'est encore plus vrai pour Vorgaroth. Sa base est gigantesque, et ça passe pas partout sur le champ de bataille. Ensuite de ça, on a mentionné un profil dégressif qui lui fait mal aussi, qui fait très mal. Surtout, oui, ses dégâts font mal, mais en plus, son mouvement est très, très impacté. Là, il passe de 14 pouces à 8 pouces. Donc, ça va être vraiment difficile de le manœuvrer sur le champ de bataille. Ensuite de ça, ben, c'est seulement 30 points de vie. Ça semble beaucoup, 30 points de vie sur du 3+, mais c'est pas tant que ça, surtout dans un méta où il y a beaucoup de blessures mortelles qui se font. Et Vorgaroth n'a aucune protection contre les blessures mortelles, pas de Feel No Pain à 5 ou à 4. Là, donc, toutes les blessures mortelles passent directement sur Vorgaroth. Et on a mentionné qu'il pouvait se guérir, mais il se guérit seulement de 1, 2 ou 3 points de vie. Puis quand c'est du 3 points de vie, ça veut dire qu'on est en train de manger des Scroll Reapers ou des unités qui sont intéressantes à avoir sur le champ de bataille. Donc ça coûte très très cher comme façon de le guérir. Donc pas beaucoup de points de vie concentrés sur 1100 points. Puis ça, je pense que c'est la dernière critique. Là. 1100 points, c'est énorme. J'ai fait des listes avec. Il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer dans une liste là, lorsqu'on a rentré Vorgaroth lui-même. Du côté de ses forces maintenant? Du côté de ses forces, ben, j'ai trouvé quand j'ai fait les stats, quand même, il va faire un 25 de dommages à peu près contre des unités à 4+, donc il cogne quand même bien. Alors ça, on va lui donner ça. Mais je pense que c'est essentiellement sa seule force, ça, puis sa protection contre la magie, le -3 qu'il va donner. C'est une créature dont le War Scroll, quand on lit, ben, il est vraiment fait pour aller cogner l'adversaire. C'est pas, il n'y a pas d'habileté très subtile dans son War Scroll. Puis il fait quand même bien. Même si, somme toute, 24-25 de dommages contre une unité à 4+, c'est pas tant que ça. Contre un gros bloc de 40 Mortrek, par exemple, contre un gros bloc de Fire Slayer, c'est pas tout le bloc qui va tomber et le bloc va pouvoir riposter. Donc, et là, on a juste 30 points de vie à tuer. Donc, je pense que c'est un peu fragile puis ça cogne pas tout à fait assez fort pour l'investissement en points qu'on fait. Puis son tir est intéressant, mais il est pas assez fiable et pas non plus suffisamment dommageable pour, de manière certaine, lui créer une brèche dans les cordons là, ou dans les écrans. Donc, ça va être assez facile pour un adversaire qui a des petites unités, des cordons, de vraiment nuire aux charges et aux mouvements. Là, il aurait fallu que le tir soit juste un petit peu plus impactant pour qu'il puisse s'assurer de se faire des brèches dans les cordons et être capable de charger ce qu'il veut parce qu'un dragon de cette taille-là, une pièce de 1100 points qui est faite pour le corps à corps, on veut vraiment qu'elle puisse aller frapper là où ça fait mal. Oui, puis comme tu le mentionnes, bon, mettons qu'on fait 6 de dommages contre un adversaire sur une petite ligne, un petit écran de 10 Blood Reaver, par exemple, quand on joue contre un autre armée de Khorne, ben, l'adversaire va enlever ses modèles de façon stratégique, puis il ne laissera pas 8 pouces d'écart entre deux modèles pour qu'on puisse gentiment passer notre Vorgaroth. Avec une base aussi grosse que ça, il aurait vraiment fallu qu'il puisse faire une brèche plus grosse, comme tu le mentionnes, dans les écrans. Ça va être très facile de l'empêcher de bouger. Autre petite faiblesse que je n'ai pas mentionné, mais là, c'est évident un petit peu, là, il compte seulement pour un modèle sur un objectif. Donc, ça, on a déjà fait de la critique avec Archon, puis de façon générale avec les gros behemoths là, qui ont de la misère à tenir les objectifs par eux-mêmes. Donc, voilà pour ton appréciation des forces et des faiblesses. Maintenant, selon toi, comment on devrait le jouer, Vorgaroth? Si j'avais à le jouer, je pense que je le mettrais pas dans le ciel. J'aurais trop peur de rater ma charge au tour 2 puis de commencer seulement à être efficace au tour 3 avec lui. Donc, j'avancerais, je
je mettrais moi-même des écrans devant pour le protéger. Puis comme sa majorité de ses attaques sont à 3 pouces, de toute façon, si on se tient à 2 pouces et demi derrière notre écran, on va pouvoir piler in puis frapper l'unité qui va attaquer. Fait que je le protégerais pour être sûr qu'il ne se fasse pas charger, qu'il puisse frapper en premier. Puis après ça, ben, tu l'envoies au combat, tu veux l'envoyer manger les plus grosses unités de l'adversaire, mais des unités suffisamment grosses pour qu'il y ait un impact, mais pas trop grosses pour qu'elles puissent riposter. On veut être sûr que ce qu'il va attaquer, il va le dévorer pour pas qu'il se fasse blesser trop rapidement puis sortir de la partie, parce que du moment où il est sorti, c'est essentiellement notre liste d'armée qui est sortie de la partie. Là. Non, c'est ça, on ne veut pas l'engager dans une guerre d'attrition. Il ne gagnera pas la guerre d'attrition. Puis malgré tout, est-ce qu'il y a des synergies possibles avec Vorgaroth? Tu as dit tantôt que la taille de sa base est limitante. Oui, ben on va avoir les synergies habituelles qu'on a en Khorne. On va d'abord avoir la grande bannière de Khorne qui va lui donner à 16 pouces, qui donne plus une attaque à toutes les unités. Bon, dans son cas, à lui, ça va être 4 attaques de plus. Fait que plus une attaque, ça va lui rajouter à peu près un 4 de dommages sur son profil. Ce qui va nous aider peut-être à cleaner, à nettoyer les unités qu'on va attaquer. On peut aussi, puis ça c'est un peu plus impactant, utiliser le Slaughter Priest avec le Killing Frenzy. C'est le classique plus 1 to hit qui va être encore plus efficace dans ce cas-ci qu'une attaque additionnelle, qui va lui rajouter à peu près 6 blessures de plus, 6 dommages de plus qu'il va infliger quand il va attaquer. Et si on donne le plus 1 to hit et le plus 1 attaque, ça va faire en sorte que les deux ensemble, ben, il va se retrouver à peu près à faire du 35-36 de dommages. Là, ça veut dire que contre une grosse unité de 40, il est capable de 40 Clan Rat, par exemple, il est peut-être capable de passer les 40 ou presque sans qu'il y ait une riposte qui lui fasse trop mal. Donc, je pense que ce serait la stratégie. C'est sûr, on va s'assurer qu'il frappe le plus fort possible. Donc, le Blood Secretor et le Slaughter Priest est nécessaire. Je rajouterais aussi l'autre Slaughter Priest avec Bronze Flesh qui va lui permettre de gagner plus 1 à sa sauvegarde d'armure. Je pense que c'est nécessaire. Là, on veut le faire tomber à 2 plus de save d'armure pour qu'il ait une chance de survivre plus longtemps. Et si on le joue, si on veut vraiment maximiser les synergies, je pense qu'on va aller le jouer dans le Slaughterhouse, la dernière sous-faction qui est parue dans le Wrath of the Ever Chosen. C'est The Flayed que ça s'appelle. Ce que ça va faire en sorte, c'est de donner, dans le fond, aux héros mortels, l'habileté générale, un bonus de plus 1 à leur jet de sauvegarde s'ils réussissent à tuer un héros ou un monstre pendant la partie. Donc, immédiatement après avoir tué le héros, à la fin de la phase de combat, ou le monstre, l'unité qui l'a tué va avoir un plus 1 additionnel à son jet de sauvegarde. Donc, dans le scénario idéal, où on réussit dès la première charge à aller attaquer un héros ennemi, puis comme Vorgaroth a des attaques à 3 pouces, il faut que l'adversaire se tienne relativement loin derrière ses écrans pour ne pas être frappé. Si on a la chance de tuer un héros, ben là, on a un Vorgaroth qui tombe de 3 plus à 2 plus de sauvegarde d'armure. Là, si l'adversaire n'a pas beaucoup de blessures mortelles, ça va commencer à être difficile de le coucher. Si en plus, on lui donne un plus 1 additionnel à sa sauvegarde avec un Slaughter Priest, ben là, on a du 1 plus de sauvegarde d'armure. Peut potentiellement utiliser un point de commandement pour rerouler lui-même les 1 à sa sauvegarde. Ça devient une créature qui sera plus possible de tuer, à moins qu'on ait des blessures mortelles. En plus de ça, ce que ça lui donne, le Flayed, le Slaughterhouse, c'est que ça va faire en sorte que quand il va charger, il va gagner plus 1 à son jet pour toucher. Donc, si le Slaughter Priest est un peu trop loin pour lui donner la bénédiction, il va pouvoir se la donner lui-même le plus 1 to hit. On a vu que ça faisait un impact qui était intéressant. Fait que je pense que ce serait dans cette sous-faction-là que je le jouerais pour maximiser son impact sur le champ de bataille. Puis d'ailleurs, tu as concocté une liste avec Vorgaroth pour voir un peu de quoi ça pourrait avoir l'air de jouer cette pièce-là et d'entrer ces 1100 points-là dans une liste de 2000 points. Oui. Donc, je ne prétends pas que c'est une liste qui est optimale, mais je voulais, comme tu dis, donner une idée à peu près ce qu'on pourrait rentrer. Fait que, dans le fond, c'est simple. On a Vorgaroth, qui est un peu plus que la moitié de notre liste. Comme j'ai mentionné, un Blood Secretor puis 2 Slaughter Priests, qui sont pour donner le plus 1 to hit et le plus 1 à la sauvegarde. J'ai 2 Blood Reaver qui sont des unités Battle Line. Une de ces unités-là va servir peut-être à lui faire un écran si on a peur de se faire charger. J'ai une unité de 5 Flèches Hand qui vont, je pense, l'accompagner pour qu'il puisse en dévorer un pendant la phase 0, gagner 2 points de vie. Les Flèches Hand aussi peuvent dissiper un sort, comme Vorgaroth a donné un -3 aux sorciers ennemis.
ben, on a un dispel là, de plus, un unbind là, pour le protéger des sorts. Et j'ai mis 6 Mighty Skull Crusher pour tenir un objectif de l'autre côté de la table. J'ai choisi des Mighty Skull Crusher juste parce que dans Deflate, c'est intéressant parce que aussi, s'ils réussissent à tuer un héros ennemi, ils vont avoir une sauvegarde d'armure qui va tomber à 2+. Puis je voulais une unité qui est assez tanky parce qu'on va vouloir surtout maximiser avec Vorgaroth les attaques. On va vouloir de l'autre côté de la table avoir quelque chose, un 30 points de vie sur du 3+ de sauvegarde d'armure qui pourrait potentiellement tenir quelques tours là, un objectif. Mais c'est tout ce qui rentre dans une liste avec Vorgaroth, ça se termine là. Donc, j'ai vu quelqu'un qui changeait les Mighty Skull Crusher pour un Bloodthirster of Insensate Rage, cogné un petit peu plus, etc. Mais somme toute, ce qui va nous rester, c'est de la place pour 1 ou 2 unités qu'on va pouvoir ajouter autour de lui. 1 ou 2 unités impactantes, puis quelques héros, c'est tout. Ça fait une liste à 35 modèles. Oui, c'est pas beaucoup de modèles, mais quand même beaucoup de drops ici. On aurait pu, j'ai fait une liste, on passait à 2 drops, Vorgaroth plus les Gore Pilgrim avec le Blood Secretor, les 2 Slaughter Priests, des Blood Weaver puis des Blood Warrior. Mais là, je trouvais qu'il manquait une autre unité avec un peu d'impact, un peu de punch là, pour frapper ailleurs sur la table. Donc, j'ai préféré une liste là, comme celle-là, là, où on a au moins un bloc de 6 Skull Crusher qui peuvent se débrouiller un petit peu en corps à corps et qui sont très tanky, très résistants. Ouais, plusieurs battle plans ont 3 objectifs, 4 objectifs. Ça prend, si on n'a pas au moins 2 unités solides qui peuvent tenir des objectifs, on a très peu de chances de remporter la partie, là. Ouais, c'est bien difficile. On a rappelé tout à l'heure qu'on a fait une vidéo d'analyse sur Archaon tout récemment. Donc, entre Archaon et Vorgaroth, donc 2 grands champions du chaos, même si Vorgaroth n'a pas du tout l'impact d'Archaon comme champion du chaos, comment les 2 se comparent, là? Ben, en fait, la comparaison, je pense, elle est grandement l'avantage d'Archaon. Tout simplement, d'abord, le coût en points, Archaon, c'est 800 points. Donc, on peut faire la même liste qu'on a faite là, mais rentrer un Bloodthirster de plus, puis avoir un point de commandement de plus avec Archaon. Donc, le point va à Archaon pour ça. Ensuite de ça, Archaon, cogne un peu moins fort. C'est certain que Vorgaroth, si on lui met tous les bonus, à supposer qu'on a le +1 pour toucher du Slaughter Priest, plus un autre +1 additionnel parce qu'il a chargé et qu'il a pris un point de commandement, il va être presque à 40 de dommages qu'il va faire avec toutes les synergies. Mais Archon, lui, va frapper un petit peu moins. Lorsqu'il va frapper avec toutes les synergies, il va être environ à du 24 du 22-23 de dommages. Mais Archon a accès, comme il y a un démon, au double pile-in. Donc, il va faire plus que Vorgaroth. Somme toute, encore à corps, Archon frappe plus fort à cause du double pile-in que Vorgaroth. Archon a une base plus petite. Il y a le mot-clé vol aussi. Il n'y a pas le -3 pour les jets de lancer les sorts aux adversaires. Mais il est un sorcier lui-même qui peut dissiper 2 sorts Archaon. Archaon donne un point de commandement additionnel à chaque phase de héros. Il y a une protection contre les blessures mortelles, une protection contre les sorts. Il y a juste 20 points de vie, mais il est nettement mieux protégé. Donc, je pense que clairement, Archaon est un choix qui est plus intéressant que Vorgaroth. Puis en plus, sa charte dégressive est moins punitive que celle de Vorgaroth. Donc, vraiment. Donc, une nette préférence pour Archaon. Clairement, puis j'aime mieux l'histoire d'Archaon, j'aime mieux le personnage aussi, on ne se cachera pas, mais je pense que juste en statistique, en Math Hammer, Archaon est meilleur que Vorgaroth. Néanmoins, est-ce que Vorgaroth, selon toi, serait jouable de manière compétitive? De manière récréative, tout est jouable, on s'amuse, mais de manière compétitive. La dernière fois, j'ai dit qu'Archaon, oui, pouvait être joué. On a même des listes qui ont bien fait. Je pense pas que c'est le cas pour Vorgaroth. Je pense que dans un tournoi, il y a trop de listes qui ont les moyens de le sortir facilement, de lui faire des blessures mortelles. Puis c'est une trop grosse portion de notre liste. Même s'il réussit à survivre toute la partie, l'adversaire va nous empêcher de bouger parce que sa base est grosse. On n'aura peut-être pas l'impact qu'on veut. Puis on va juste contrôler un objectif avec lui. Il va falloir, comme tu le dis, qu'on cède probablement les 2 autres objectifs à l'adversaire. Donc même si ça va très très bien pour lui, je pense qu'il prend tellement de points dans notre liste d'armées que ça laisse pas assez de points pour autre chose, pour tenir un objectif ou 2 supplémentaires. Comme tu l'as mentionné, si son tir avait été plus fort, peut-être que ça aurait été intéressant. Il aurait pu aller appuyer de l'autre côté de la table avec son tir s'il n'est pas encore à corps.
mais tel qu'il est là, je pense pas que c'est une pièce qui tire son épingle du jeu dans un méta compétitif. En conclusion, c'est quoi? C'est une belle pièce de collection. On peut penser que ça doit être une pièce qui serait fun à jouer dans une méga partie de 4000 ou 5000 points, où là, on a toutes sortes de choses. On a de la place pour bien d'autres unités dans notre liste. Oui, je pense qu'une grosse partie qu'on fait pour le plaisir, dans du narratif, ça peut être intéressant. Puis, sincèrement, je savais la pièce, c'est sûr que je la sortirais de temps en temps pour la jouer dans les parties amusantes parce que c'est tellement gros comme pièce. Ça doit être sympathique à voir sur le champ de bataille, mais c'est surtout une pièce de collection, selon moi. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette analyse. S'il y a des personnes parmi vous qui possédaient cette pièce-là, avaient déjà joué cette pièce ou l'avaient affrontée, n'hésitez pas à nous partager votre expérience en commentaire sous la vidéo. On est très intéressés à avoir des retours d'expérience sur la plus grosse pièce d'Age of Sigmar. Alors, on espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, on apprécierait un petit pouce en l'air. Et sur ce, bon wargaming!